cette même salle. Je suis contente de vous voir aussi nombreux pour accueillir Pierre Bayard. J'en profite quand même, puisque je vous tiens en otage, pour dire un tout petit mot du séminaire avant de commencer. C'est donc un séminaire qui a pour thème principal la littérature populaire et la culture médiatique, avec comme envie l'idée d'essayer de réfléchir autrement sur ces objets-là, qui sont en général écartés des objets d'études sérieux, des objets d'études littéraires, dans le cas de la littérature populaire, qui, comme chacun sait, n'est pas une vraie littérature, et on pourrait broder longtemps sur ce sujet. Je vais faire passer quelques programmes papier pour ceux que ça intéresse. Sachez en tout cas que la semaine prochaine, nous recevons Paul Bléton, qui est l'un des grands pionniers des études de littérature populaire et qui vient directement de Montréal pour faire cette séance. Donc je suis vraiment très fière d'annoncer sa venue. Et que nous aurons dans les semaines qui suivent des interventions sur la fanfiction, la littérature ouvrière et la littérature cyborg. Et je fais passer également une feuille sur laquelle vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez être tenu au courant par la mailing list du séminaire. Donc promis, je n'envoie pas trop de messages, juste les annonces nécessaires. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Pierre Bayard, qui vient nous parler principalement de ces deux derniers ouvrages. Je ne sais pas s'il est encore vraiment nécessaire de vous présenter, mais je vais le faire quand même, même si vous êtes aujourd'hui bien connu comme l'impertinent de la critique littéraire. Cela fait en effet presque 20 ans que vous vous attachez à présenter des approches originales, mais toujours sérieusement argumentées, de la littérature, de la lecture et de l'écriture. C'est une démarche en soi très surprenante que la vôtre, mais qui ne manque pas de logique. Il s'agit de se faire le porte-parole de théories dissidentes et de décider de faire l'expérience, de les appliquer méthodologiquement, systématiquement, jusqu'au bout, pour voir ce qui s'en dégage. Avec toujours cette idée en filigrane, une théorie peut bien être fausse, d'un point de vue scientifique par exemple, comme la théorie des univers parallèles, sur laquelle vous avez écrit il n'y a pas longtemps. Elle peut être fausse, elle peut être incertaine, mais elle peut tout de même ouvrir des perspectives inédites sur la littérature et au-delà. Ce parti pris suscite des réactions très diverses dans le champ littéraire, universitaire, dans un volume collectif qui vous est consacré et qui s'appelle « Pour une critique décalée » et qui rassemble donc des articles sur votre travail. François Bon écrit un article intitulé « Haïr Pierre Bayard », mais le haïr bien. J'en cite quelques phrases. « Un espace neuf était ouvert à la littérature, mais un espace insaisissable parce qu'il nous inclut. Rien de ce que Pierre Bayard a écrit n'est vrai. Proust non plus. Rien de ce que Pierre Bayard a écrit n'était caché, ni ne supposait un chemin ardu pour le conquérir. Mais nous nous en sommes pas saisis. On en veut à Pierre Bayard de s'être campé dans ce jardin avant qu'on ait eu l'idée de s'en saisir. On lui en veut d'aller nous chatouiller là où on n'aime pas, où nul n'est indemne. C'est pour cela que nous haïssons, avons haï, haïrons Pierre Bayard, pour cela qu'on continuera fermement à le lire. » Entre admiration et agacement, donc, mais aussi entre vertige devant l'horizon découvert et tentation de la dénégation, se construit l'attitude de vos lecteurs, qui n'en attendent pas moins chaque année le nouveau Pierre Bayard avec impatience. Tout ceci construit autour de vous une figure d'auteur qui, pour emprunter à un autre article de ce volume, est faite à la fois d'ombre et de lumière. Je pense à l'article de Christine Montalbetti intitulé « Du chevalier au Joker ». Christine Montalbetti part de ce qu'évoque votre nom de famille, le chevalier sans peur et sans reproche, qui traque les vrais coupables des romans policiers, qui corrige les défauts des écrivains, pour montrer que dans ce chevalier blanc réside aussi beaucoup d'ombre et que vous êtes aussi le Joker de Batman, pour une raison très simple, parce que vous introduisez du désordre. Je cite Christine Montalbetti. « S'il introduit du désordre, c'est précisément parce que tous ces livres reposent sur le même principe, digne de la perversité du Joker. Feindre de poser une question, et une question bien sûr pleine de troubles et de provocations, pour en poser une autre. Autrement dit, adopter une posture qui tient presque du canular, et où l'humour a d'ailleurs toute sa place, revient toujours à poser une véritable question, et la manière de la poser, la manière dont vous amenez le problème,
consiste à faire voir le problème autrement. Merci donc d'avoir accepté de venir vous parler un petit moment de votre travail, à la fois de votre panoplie de chevalier blanc ou du sourire maléfique du Joker. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais je prends quelques minutes juste pour décrire vos perspectives de travail, pour ceux qui n'auraient pas lu vos œuvres complètes. Votre travail peut se répartir en quelques grands ensembles que vous décrivez vous-même dans un article de ce même volume collectif intitulé « Comment j'ai fait régresser la critique ». Ce sont donc 5 méthodes critiques nouvelles que vous avez mises au point et mises à l'épreuve, avec quelques points communs irréductibles entre ces 5 méthodes: l'intérêt pour la lecture et pour l'interprétation, le postulat de la mobilité du texte, et la pratique d'un certain interventionnisme critique qui n'hésite pas à faire subir des transformations au texte. La première de ces méthodes est la littérature appliquée à la psychanalyse, renversant l'approche aujourd'hui classique de la lecture psychanalytique de la littérature, partant du constat que la psychanalyse appliquée à la littérature est une méthode qui fonctionne bien et même trop bien. Vous êtes parti du principe que pour résoudre les défauts d'une méthode qui fonctionne trop bien, il faut en inventer une qui ne fonctionne pas. Et c'est donc délibérément que vous avez mis en place une méthode critique ayant peu de chances de fonctionner, la littérature appliquée à la psychanalyse. La deuxième méthode est ce que vous avez appelé la critique policière. Vous avez notamment démontré que Agatha Christie, Shakespeare et Conan Doyle se sont trompés de coupables dans, respectivement, le meurtre de Roger Ackroyd, Hamlet et le chien des Baskerville. Il s'agit alors de travailler dans l'idée qu'il faut toujours avoir une lecture suspicieuse et surtout partir du principe de la mobilité du texte qui peut receler des choses, comme ici des indices pour le lecteur détective, que l'auteur n'avait pas prévus. Cette méthode de relecture critique des textes a vite engendré une autre attitude de relecture, la troisième méthode, la critique d'amélioration. Dans Comment améliorer les œuvres ratées, la démarche critique vise cette fois à comprendre les dysfonctionnements qui peuvent surgir chez un écrivain, car un grand écrivain comme Proust, par exemple, a du mal à se maintenir constamment à son propre niveau. Mais pas seulement, puisque, allant comme toujours au bout de votre idée, vous proposez aussi de chercher des correctifs à ces défauts repérables chez tout auteur. Vous proposez ainsi, dans votre essai sur Proust, de couper le texte et de proposer une version de la recherche allégée des digressions considérées comme inutiles. La quatrième méthode, elle aussi, vise le geste critique, en proposant une nouvelle attitude critique. Il s'agit de la critique incompétente, qui insiste sur la position de non-savoir, et donc de fragilité dans laquelle nous nous trouvons vis-à-vis des livres, mais aussi vis-à-vis de beaucoup d'autres choses. Et c'est dans cette attitude que vous avez écrit votre fameux essai « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus », avec l'idée que cette position de fragilité non seulement ne doit pas être une source de culpabilité, mais qu'elle peut elle aussi apporter des éclairages nouveaux. Et enfin, la cinquième méthode est la critique d'anticipation, qui argumente énergiquement en faveur de l'idée que nous nous limitons à une représentation linéaire et unidirectionnelle du temps, alors qu'il peut être très fructueux d'imaginer qu'il se déroule, pourquoi pas dans l'entresens, voire dans plusieurs sens. On peut alors aussi bien percevoir des bribes d'avenir que se projeter dans un passé plus ou moins éloigné, idée qui est commune aux deux livres dont nous allons parler aujourd'hui, Aurais-je trouvé Geneviève Dixmer et Le Titanic fera naufrage. Je me permets d'ajouter à ces 5 méthodes un élément qui leur est commun et qui est pour moi fondamental, en tout cas dans la lecture que j'ai faite de vos ouvrages. Il s'agit de l'humour que vous mettez à écrire ces livres improbables et à défendre ces thèses dissidentes. On rit toujours au détour d'une anecdote savoureuse en vous lisant. Vous avez un ton pince sans rire, ironique et plein d'autodérision, et ce comique est, j'en suis sûre, un élément important dans votre édifice argumentatif, car il fait beaucoup pour emporter l'adhésion. C'est donc un vaste programme que vous construisez, pierre par pierre, livre après livre. Je ne doute pas d'ailleurs que le champ puisse s'élargir encore. Et vos 2 derniers ouvrages donc, prennent leur place dans ce dispositif de pensée. Le premier est donc Aurais-je trouvé Geneviève Dixmer, votre livre donc, de l'an dernier, dans lequel vous mettez en place un double voyage. Voyage dans le temps, puisque vous projetez un avatar de vous-même à l'époque de la Révolution, mais aussi voyage dans un livre, puisque vous vous projetez également dans Le Chevalier de Maison Rouge de Dumas, auquel vous faites subir un exercice de réécriture peu commun.
Ce n'est pas la première fois que vous vous projetez ainsi dans le passé, dans un autre espace-temps, puisque dans Aurais-je été résistant ou bourreau, vous avez projeté cet avatar de vous-même à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Avec cette question, donc, qu'aurais-je fait? Cette fois-ci, le dispositif diffère par l'éloignement chronologique bien plus considérable et surtout par le fait que vous vous projetez dans un livre. À chaque point névralgique de l'intrigue, qui elle est respectée en tout point, se pose la question suivante: aurais-je, moi, agi de la sorte? Aurais-je pris la même décision que Maurice Lindet prend dans le roman de Dumas? C'est donc bien un geste interventionniste que vous pratiquez sur ce roman, tout en l'associant avec cette idée que le temps ne s'écoule pas que dans un sens, avec en filigrane donc une question éthique: qu'est-il juste de faire? Et quant à votre tout dernier livre, Le Titanic fera un naufrage, qui est paru la semaine dernière, il est le troisième volet de la trilogie de critiques d'anticipation. Le premier volet, s'intitulait « Demain est écrit » et concernait les prédictions individuelles que les écrivains se font à eux-mêmes. Le deuxième volet était le plagiat par anticipation, qui était consacré à l'écriture littéraire anticipée, c'est-à-dire aux textes s'inspirant de livres qui ne sont pas encore écrits. Et dans ce troisième volet, il est question de la prédiction, à nouveau, mais à l'échelle collective cette fois-ci. Votre point de départ est le romancier Morgan Robertson, qui, dans son roman Futility, raconte avec beaucoup de précision le naufrage du Titanic en 1898, c'est-à-dire avec 14 ans d'avance. Et vous ne vous contentez pas d'exposer des exemples frappants de phénomènes d'anticipation littéraire, car en plus d'essayer de définir cette anticipation entre prédiction et prémonition, entre coïncidence et loi de Murphy, vous définissez ces champs d'application de la politique à la stylistique, entre autres. Et j'en termine là pour cette présentation déjà trop longue. Peut-être vous souhaitez dire un mot vous-même des deux romans, des deux essais, pardon, et du roman de Dumas. D'abord, pour vous remercier juste de cette invitation dans un lieu qui m'est cher, puisque, comme vous le savez, j'ai été moi-même dans cette école et j'ai fréquenté en particulier cette salle, toujours avec émotion que je reviens ici. Juste une petite correction à propos de votre exposé, qui autrement est remarquablement fidèle à l'esprit de ce que j'essaie de faire. Vous avez suggéré que la théorie des univers parallèles était fausse. Elle est contestée. Elle peut être contestée, mais comme je le montre dans l'ouvrage que j'y ai consacré, qui s'appelle « Il existe d'autres mondes », elle est retenue comme une hypothèse sérieuse par les physiciens. Et donc elle a plus de validité scientifique que la psychanalyse, par exemple. Personne ne peut penser sérieusement qu'en ouvrant un cerveau, un jour, nous découvrirons le surmoi, le moi et le ça, ou la pulsion de mort, ou le complexe d'Oedipe. Ce qui n'empêche pas que la psychanalyse est très féconde. Moi-même, je suis psychanalyste, donc je ne renie pas sa fécondité. Je constate simplement que la théorie des univers parallèles, qui est un des socles de cet édifice, est considérée sérieusement par les physiciens comme possible, non démontrée pour le moment, mais possible, et donc a plus de solidité que la psychanalyse. Je rappelle le fondement de cette théorie des univers parallèles, qui a plusieurs moutures. Moi, j'en reste à la mouture la plus simple, venue des découvertes de la physique quantique dans les années 30. Suivant cette théorie, nous sommes tous en ce moment-là dans cette salle des arts, mais nous sommes en même temps dans des millions d'autres univers. Et par exemple, nous sommes tous les deux en train de chasser le caribou au Canada et bien d'autres choses ensemble. Ça paraît invraisemblable, mais quand vous interrogez les physiciens, ils vous répondent « c'est possible ». Donc je tenais vraiment, avec une certaine fermeté, à rectifier le tir sur la théorie des univers parallèles, puisqu'elle soutient l'ensemble de ce que j'écris, et qu'elle permet évidemment, en donnant un statut de science dure à ce que j'essaie de faire, contrairement à ce que vous faites en littérature, qui est de la science molle, on est pas mal, c'est pas du tout bon. Moi j'essaie d'aller du côté de la science dure, et bien c'est une théorie qui permet d'expliquer la génétique, pourquoi il y a une multitude d'autres brouillons qui n'ont pas conduit à des œuvres, qui permet d'étudier les autres pistes d'enquête dans les romans policiers, qui permet d'étudier les œuvres ratées, qui permet d'étudier d'autres modes de temporalité. Pourquoi est-ce que certains auteurs sont capables d'anticiper les catastrophes? Eh bien, ils ne les anticipent pas, ils ont eu des échos d'univers parallèles dans lesquels la temporalité ne se déroulait pas à la même vitesse. Vous voyez, donc c'est quand même une théorie qui est extrêmement féconde.
Et je vous invite à la traiter avec respect. Je la connais comme exemple de théorie qui soulève de la contestation, mais j'ai moi-même été très convaincue par il existe d'autres mondes, donc je ne peux que prouver. En ce qui concerne bon, alors, le cœur de ce que je fais, c'est ce que j'ai baptisé la critique interventionniste. C'est-à-dire, contrairement à la plupart de mes collègues qui ne modifient pas les textes, moi je les modifie, je les transforme, je modifie l'éclairage porté sur les textes dans les critiques policières, ou bien je les raccourcis dans le cas de Proust, ou bien je les déplace dans le temps, etc. Donc j'interviens sur les textes, et c'est là je crois la différence majeure avec ce qui se pratique par ailleurs. Avec tout de même une nuance que je voudrais introduire. Pour moi, il n'y a pas de critique interventionniste et critique non interventionniste. Je pense que tout lecteur pratique la critique interventionniste sans s'en rendre compte, parce qu'il imagine d'autres scénarios, parce qu'il rêve à propos de tel personnage, parce qu'il modifie le film qu'il a vu il y a des années et qu'il est intimement persuadé que telle scène y figure, et il découvrira qu'elle n'y figurait pas. Donc tout le monde pratique la critique interventionniste, mais ceux qui s'y réfèrent principalement, à savoir moi, eh bien, sont simplement plus conscients que les autres de cet interventionnisme critique et essaient de le mettre en valeur. Je dis ceux qui y réfèrent, mais en fait je suis tout seul, puisque très peu de gens la pratiquent, et j'ai exclu du mouvement d'ailleurs un certain nombre de gens qui la pratiqué pour déviationnisme, donc je suis tout seul à la pratiquer, mais en plus exactement, je suis tout seul à m'y référer, car je pense que les autres la pratiquent aussi. Et en ce qui concerne les deux livres, alors comme vous l'avez très justement dit, je procède beaucoup par bloc de livres, je m'inspire des Rougon-Macquart, de Zola et de la planification stalinienne, qui sont les deux modèles. Donc le Titanic fera un naufrage, je confirme, termine une trilogie qui avait commencé avec Demain est écrit, dans laquelle je montrais que les écrivains et les artistes s'inspiraient souvent non pas seulement comme on le croit, d'événements qui se sont déjà produits, mais d'événements qui vont se produire, rencontres amoureuses, accidents, leur propre mort, etc. Et le deuxième volume, c'était le plagiat par anticipation, donc dans lequel je relevais, avec un regard assez critique d'ailleurs, la manière dont certains créateurs s'inspirent d'œuvres qui n'ont pas encore été créées. Le troisième volume, donc, ne porte plus sur les prédictions individuelles, comme dans Demain est écrit ou plagiat par anticipation, mais sur les prédictions collectives. Alors, en revanche, Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer fait partie d'une autre trilogie dont il n'est pas question dans le livre, dans le volume dirigé par Laurent Zimmermann, parce que le volume date déjà de quelques années. Voilà, et j'en ai lancé une autre qui n'est pas la critique d'amélioration, qui n'est pas la critique policière, qui n'est pas la critique d'anticipation, mais qui est une critique de dédoublement dans laquelle je me projette moi-même dans le passé pour essayer de voir comment je me serais comporté à différents moments de crise de l'histoire, avec cette idée de remonter toujours plus loin. M'inspirant d'un feuilleton de bande dessinée que vous connaissez peut-être, qui est Mickey à travers les âges. Et gardez ça pour vous, parce que, évidemment, si je le disais à un plus large public, c'est pas sérieux. Vous savez, Mickey est projeté dans le passé, et il vit sous la Renaissance, à l'époque romaine, etc., à la Révolution. Donc c'est ce même mécanisme. Alors le premier, donc, comme vous l'avez rappelé, s'appelait Aurais-je été résistant au bourreau, et le principe consistait à imaginer que j'étais né à la même date que mon père, en 1922, et donc j'avais 18 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale, me posant la question que beaucoup de gens de ma génération se sont posés, comment est-ce que je me serais comporté à cette époque? Alors évidemment, on peut dire que c'est absurde, il n'y a pas de réponse. Effectivement, il n'y a pas de réponse. Il y a quand même des embryons de réponse, parce qu'on peut étudier les témoignages de résistants, ou au contraire de collaborateurs, on peut regarder les textes littéraires, on peut regarder des études sociologiques, et il y en a en particulier qui ont été faites sur le comportement des Normaliens pendant la Deuxième Guerre mondiale, et sur les 10% qui se sont engagés. Donc il y a quand même certains faisceaux de vraisemblance que l'on peut essayer de reconstituer, ce que j'ai tenté de faire, sachant que l'intérêt est dans l'itinéraire et pas dans la réponse que je donne, même si je donne une réponse à la fin. Je dis clairement à la fin ce que j'aurais fait, mais encore une fois, c'est le chemin vers la solution virtuelle qui est intéressante. Et ensuite, donc, deuxième volume, et je pense que là aussi on aura un troisième,
Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer, où je me projette un peu plus loin dans le passé et où j'imagine avoir vécu la Révolution française. Donc à nouveau, vous voyez une période de crise dans laquelle il y a des choix existentiels, des décisions éthiques à prendre. Et avec ce plus que vous avez rappelé, que je pratique ce qu'on appelle dans le jargon théorique une métalepse, c'est-à-dire que j'entre dans le livre. Et j'imagine que je me trouve à la place du personnage principal du chevalier de Maison Rouge, Alexandre Dumas. Je m'appelle donc, je prends la place de Maurice Lindé, qui est le héros, je garde mon nom, et comme le héros, je me trouve face à un dilemme éthique, à savoir que républicain farouche, ce que je suis dans la vie réelle, je tombe amoureux d'une royaliste qui, avec une bande de comploteurs, dirigée par le chevalier de Maison Rouge, tente de faire évader la reine Marie-Antoinette. Comme Maurice Lindé, dont je prends la place, j'utilise d'abord un mécanisme de défense classique qui consiste à ne pas voir la réalité en face, alors qu'il est évident que cette fille n'est pas nette, si j'ose m'exprimer ainsi, ce qu'un ami d'ailleurs me signale dès notre rencontre. Pendant un temps, donc, je me bouche les yeux, je pratique le déni, puis au bout d'un moment, je suis bien obligé de constater qu'elle a des menées subversives, et je suis contraint de choisir entre mes idéaux républicains et l'amour. Et c'est ce choix que je raconte dans ce deuxième volume, puisque c'est une série de réflexions éthiques, avec, là encore, une décision que je prends et qui est révélée dans l'avant-dernier paragraphe du livre. Et il y aura donc un troisième volume. Donc, je voulais juste signaler, donc, pour ce second livre, Geneviève Dixmer, qui fait partie d'une série qui est encore terminée, si Dieu le plaît. Et donc, vous remontrez cette fois encore plus loin. Encore ce qui à chaque fois pose des questions qui sont intéressantes, parce que c'est des questions d'écrivains aussi. C'est-à-dire, bon, quand on se projette pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut faire ce que j'ai essayé de faire, ce qu'on appelle en phénoménologie une époquée, c'est-à-dire essayer de ne pas fonctionner comme je fonctionne aujourd'hui. Par exemple, la question est-ce que j'aurais été antisémite, c'est une question qui ne se pose pas pour les intellectuels de ma génération, sinon je ne connais pas. C'est une question qui se posait à l'époque, parce que beaucoup d'intellectuels l'étaient. Est-ce que je suis pour la démocratie ou pour le rétablissement de la monarchie? C'est des questions qui ne se posent pas pour moi aujourd'hui. Donc il faut que je fasse l'impasse pour plonger dans le passé sur toute une série de représentations qui me sont évidentes en tant qu'intellectuel contemporain. De même, il faut faire l'impasse, toujours par l'imagination, c'est ce qu'on appelle une expérience de pensée en philosophie, il faut faire l'impasse sur la fin des événements. Je ne vais pas avoir la même attitude en 40 si je sais comment les choses se sont terminées. Il est bien connu qu'à partir de 43, 44, beaucoup de Français se sont engagés, qui ne s'étaient pas engagés avant, parce que la fin de l'histoire devenait évidente et que la victoire des Alliés l'était. Donc il faut aussi, pour pratiquer ce voyage dans le temps, essayer d'oublier ce que nous savons. De même, je ne suis pas censé, quand je décris mon attitude pendant la Révolution, savoir comment s'est terminée l'histoire et comment s'est terminée la vie de Marie-Antoinette, puisque la femme de mon cœur tente de la faire évader. Donc il y a tout un dispositif à construire pour tenter de se projeter dans le passé, en gardant une partie de moi-même, parce que si je suis trop différent, la question ne se pose plus, et en étant aussi autre. Et plus on remonte dans le passé, plus c'est difficile. Le Bayard, le centurion sous l'époque romaine, si je le fais un jour, il sera difficile à construire parce qu'il est vraiment très différent de moi-même. Voilà. Non mais c'est formidable, ça me fait une transition parfaite pour une question que j'avais envie de vous poser, puisque vous parlez d'être différent de vous-même. Il y a une question qu'on doit vous poser souvent d'ailleurs, qui peut-être vous fait sourire, qui est la question de vos rapports avec le narrateur, de vos essais, qui dit je dans tous vos livres, qui défend avec beaucoup de conviction les thèses successives des différents livres, et qui prend le nom de Pierre Bayard, parce que vous l'envoyez dans le passé, et vous-même vous résumez, comme à l'instant, Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer en disant je. D'où ma question qui est démultipliée. Est-ce que, comme votre narrateur, vous croyez aux thèses que vous exposez? Est-ce que vous pensez réellement que ces méthodes sont applicables et qu'il y ait un intérêt à ce qu'elles le soient?
Et en somme, quel est votre lien avec ce personnage qui dit je, qui porte votre nom et qui est un petit peu paranoïaque? Oui, alors l'idée qui soutient ces livres, c'est de faire ce que j'appelle de la fiction théorique, c'est-à-dire de mêler intimement des éléments de fiction, des éléments romanesques avec des éléments de réflexion théorique. Alors ça joue sur deux choses, sur deux points. D'une part sur des parties qui sont des parties fictionnelles, mais d'autre part et surtout sur l'énonciation, la manière même d'écrire. Je ne suis pas d'accord complètement, et même quelquefois pas du tout, avec le personnage du narrateur. C'est un personnage et ça n'est pas moi-même, c'est partiellement moi-même. Ce qui a donné lieu à de nombreux malentendus. Par exemple, dans le livre qui a le mieux marché, Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, le personnage du narrateur prend la parole et dit qu'il est enseignant d'université, ce que je suis, mais qu'il ne lit jamais, qu'il déteste la lecture, que moins on lit, mieux il se porte, qu'il fait court sans avoir ouvert les livres sur lesquels il disserte. Ce qui est absurde. Et il suffit de regarder le livre pour voir qu'il a bien fallu quand même lire un peu pour arriver à trouver 12 chapitres avec des anecdotes précises. Mais vous voyez ce mécanisme du narrateur romanesque, qui n'est pas moi-même, tout en étant une partie de moi-même, entretient l'ambiguïté, parce que de ce fait, certains énoncés sont des énoncés justes, d'autres sont des énoncés intermédiaires, et d'autres encore sont des énoncés délirants ou absurdes. C'est donc à l'intelligence du lecteur de rectifier les choses. Quand je dis au début de Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, que je suis né dans un milieu où on lisait peu, ça en revanche, c'est vrai. Mais le reste, à savoir que je hais la lecture, est complètement absurde, que je suis au contraire un grand dévoreur de livres. Alors quel est l'intérêt de ce mécanisme? C'est d'introduire de l'instabilité et d'introduire quelque chose qui a dans mon esprit, dans mon espoir, la force de la fiction. Si vous prenez La recherche du temps perdu, il n'y a pas une théorie unique du temps, de la morale, de la sexualité. Il y en a beaucoup, car elles sont portées par différents personnages. Et c'est ce que j'essaie de restituer dans mes livres, avec ce risque évidemment de susciter des malentendus. Alors, plus précisément, ce narrateur est largement paranoïaque. C'est-à-dire qu'il a une tendance à la théorie du complot, il a une tendance au soupçon. Ce qui, par exemple, est le cas dans la critique policière, qui a tué Roger Ackroyd dans Enquête sur Hamlet, l'affaire du chien des Baskerville. Le narrateur affirme que l'auteur s'est trompé, que le détective s'est trompé, qu'Agatha Christie s'est trompée dans l'identification de l'assassin du Lord Roger Ackroyd, et idem pour Shakespeare, et idem pour le chien des Baskerville. Et il apporte des preuves. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'a priori, c'est complètement idiot. Je ne vois pas bien comment un détective ou un écrivain peuvent se tromper. Mais quand on regarde les faits, ça n'est pas complètement idiot non plus. Si vous prenez l'affaire, le meurtre de Roger Ackroyd, qui est la base de qui a tué Roger Ackroyd, il y a des invraisemblances factuelles qui font que tous ceux qui ont retravaillé sur ce dossier sont d'accord avec moi que si on peut contester ma solution et la désignation du véritable assassin, ça ne peut pas être le docteur Shepard. Il y a une impossibilité matérielle qui fait que ça n'est pas lui. Et ça concerne en particulier la fabrication du dictaphone qui est au cœur du raisonnement d'Hercule Poirot. Donc on est dans un dispositif où a priori le narrateur délire, mais où quand même le fait de délirer fait surgir des éléments dans le texte qui n'auraient pas surgi autrement. Et c'est ça qui m'intéresse, lié à une instabilité du texte littéraire et de la lecture. Et pour répondre encore plus précisément à votre question, est-ce que j'y crois? Je crois que le livre qui me permet le plus de répondre, c'est le premier volume de la trilogie d'anticipation, Demain est écrit, lequel je raconte comment les écrivains, sans s'en rendre compte, ne décrivent pas seulement des éléments du passé, mais une prochaine rencontre amoureuse, leur mort, etc. A priori, c'est complètement idiot. On ne peut pas décrire quelque chose qui n'est pas encore survenu, et c'est également le cas pour le Titanic sur un naufrage. Et puis, je dois dire que j'ai été confronté à tellement de récits d'écrivains, avant le livre, après, qu'il y a des moments où vraiment je ne sais plus moi-même si j'y crois. Et ce qui m'intéresse, c'est cette incertitude, c'est de susciter chez le lecteur une incertitude où il se dit tout ça est complètement idiot, mais quand même, après tout, peut-être, et c'est ce caractère énigmatique de l'écriture qui m'intéresse, de conduire le lecteur à ce point d'instabilité
où il ne sait plus lui-même ce qui est vrai ou faux, et où surtout il va voir dans les textes ou dans les œuvres d'art des éléments qu'il n'aurait pas perçus autrement. Dans le plagiat par anticipation, je montre comment Fra Angelico s'est inspiré, sans le dire, du dripping de Jackson Pollock. C'est complètement idiot, évidemment, ils ont des siècles d'écart. Mais quand vous regardez des passages très précis des œuvres de Fra Angelico, il y a des choses que vous n'auriez pas perçues si vous n'aviez pas utilisé cette hypothèse fausse. Autrement dit, une hypothèse fausse ou une théorie fausse, je précise que ce n'est pas le cas de la théorie des univers parallèles, qui est vraie ou je ne m'appelle plus Bayard, eh bien, vous pouvez, à partir d'une théorie fausse, faire surgir des éléments de vérité qui n'auraient pas surgi autrement si vous n'aviez pas utilisé une théorie fausse ou si vous n'aviez pas utilisé, ce que je fais aussi souvent, un dispositif de science-fiction. Et ce à quoi on arrive, c'est vrai et c'est faux, bien c'est vrai là, et puis à la fin de la phrase, c'est faux, mais quand même, c'est très proche de ce qu'on obtient dans les discours analytiques. En particulier, si vous êtes vous-même analysant, ou bien si vous écoutez quelqu'un, eh bien, quand vous racontez votre vie sur un divan, quand vous parlez de vous-même, vous dites quelque chose et puis vous vous rendez compte juste après que c'est pas exactement ça, ou bien que malheureusement le contraire est exactement vrai aussi. Et c'est ça le discours analytique, parce que c'est un discours qui est à l'opposé du discours politique, du discours de langue de bois. Le discours de la littérature est très proche aussi. Eh bien, ce discours analytique, où c'est vrai et faux, et peut-être vrai quand même, j'essaie de le reconstituer dans l'écriture en proposant un dispositif au lecteur qui soit un dispositif de mise en énigme et de mise en instabilité. Donc votre narrateur est lui-même une énigme et une instabilité qui fait partie de ce dispositif. Oui, mais après tout, c'est ce que font beaucoup d'écrivains. Regardez les auteurs de romans policiers, quand ils inventent un criminel, quelquefois quand ils font parler ce criminel, eh bien, ça n'est pas eux. Mais c'est eux pourtant, parce qu'ils ont puisé dans des parties obscures d'eux-mêmes, ce qui d'ailleurs leur permet, la plupart du temps, d'être des personnalités tout à fait tranquilles. Il y a très peu d'assassins parmi les auteurs de romans policiers, parce que justement, la partie criminelle en eux peut s'exprimer à travers le roman. C'est un peu ce que je fais. Ce narrateur qui dit que Proust est trop long et propose des versions réduites de la recherche dans leur sujet, ou bien qui affirme qu'il faut survoler les livres, ça n'est pas moi, mais c'est moi aussi d'une certaine manière. C'est vrai que par moments je trouve Proust trop long, et puis non, je ne le trouve pas trop long. Donc vous voyez, c'est cette opposition, cette dualité que j'essaie de reconstituer par ces dispositifs. Ça trouve d'autant plus d'écho, je pense qu'on a tous notre manière de couper Proust quand on le dit sûrement. Oui, ou bien d'inventer des scènes, ou bien de ne pas l'avoir lu. Moi, je l'ai lu 3 fois en entier, donc 2 fois pour écrire mon livre. Je peux vous garantir quand même que je suis capable d'identifier les bluffeurs, et qu'il y a un certain nombre de gens, y compris parmi mes collègues, qui n'ont pas lu en entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi, lire en entier Proust? Est-ce que c'est le lire ligne à ligne comme ça? Si on le lit ligne à ligne, on ne comprend rien, une phrase sur deux est grammaticalement confuse. Donc qu'est-ce que c'est que lire en entier? Vous voyez, ce sont des questions que pose le livre et qui sont des questions beaucoup plus complexes que celles de savoir s'il faut lire de la première page à la dernière page. Oui, qu'il y a toutes sortes de lectures du même ouvrage. Et alors, est-ce que ce personnage du narrateur, je reste un instant sur lui, est-ce que c'est toujours le même d'un livre à l'autre? Il y a des variantes, mais il est, je dirais, il est globalement paranoïaque. Parce que, d'abord parce que je le suis largement, j'ai tendance à soupçonner naturellement, mais aussi parce que quand on entre dans la paranoïa, je pense qu'on entre dans la fabrique du sens, et dans ce moment où on fabrique du sens. Et je crois que c'est assez significatif dans le Titanic fera un naufrage, où j'essaye d'entrer dans un dispositif de lecture de textes qui sont censés avoir annoncé de manière précise des catastrophes. Le plus important qui donne son titre au livre, c'est un roman d'un romancier américain, Morgan Robertson, qui en 1898, dans Futility, a décrit un bateau appelé le Titan, qui traverse l'Atlantique en avril, comme le Titanic, qui rencontre un iceberg au même endroit que le Titanic, et où la moitié des personnes, dont la moitié des voyageurs disparaissent par manque de canaux de sauvetage, comme le Titanic.
montrant comment le livre annonce la catastrophe britannique, qui a lieu 14 années plus tard, je rentre à l'intérieur du discours complotiste. C'est-à-dire, je sélectionne certains indices et je leur fais produire du sens. Et ça, c'est tout à fait typique de la pensée paranoïaque, où le monde se met à parler, se met à produire du sens. Donc je crois que dans toute théorie, Freud et Lacan l'avaient montré, toute théorie, même une théorie psychanalytique, il y a un noyau paranoïaque, parce qu'il y a un noyau d'organisation des données éparses et de réunion de ces données en un tout cohérent. C'est à l'intérieur de ce dispositif que je me situe, en allant jusqu'au bout des raisonnements. Quelqu'un disait justement, dans la paranoïa, tout est faux sauf une chose. Non, pardon, tout est vrai sauf une chose. Tout est vrai sauf une chose, c'est-à-dire le point de départ est absurde, mais à partir de là, on peut de façon logique dérouler tout un dispositif qui conduit par exemple à la fin de comment parler des livres que l'on n'a pas lus, puisque il ne faut pas les lire jusqu'au bout, à proposer qu'on enseigne la non-lecture à l'université. Ou puisqu'il y a des éléments dans les livres policiers qui sont invraisemblables, à proposer à la fin des 3 policières un autre coupable. Donc aller jusqu'au bout du raisonnement paranoïaque en tenant serré le fil de cette captation des signes du réel et de leur réunion en une totalité signifiante. C'est vrai que dans le Titanic vers un naufrage, on en sort soi-même assez paranoïaque à la fin de la lecture, puisqu'en plus de ça, vous avez mis en place des degrés d'anticipation, avec notamment cette idée d'anticipation dormante, c'est-à-dire qui ne s'est pas encore réalisée, avec des invitations à chercher dans les œuvres qui ont déjà fait leurs preuves et déjà prédit une catastrophe, l'invitation à chercher quelles autres catastrophes on pourrait encore y trouver et qui ne seraient pas arrivées. Avec l'idée que ce n'est pas parce que l'auteur s'est trompé sur ce point-là, mais que ça ne se produira pas. Donc le livre annonce un certain nombre d'événements gravissimes qui sont annoncés clairement par des œuvres littéraires qui ont déjà fait leur preuve, puisqu'elles ont déjà annoncé des catastrophes qui se sont réalisées. Je pense que les œuvres, il faut les hiérarchiser, certaines sont plus sensibles que d'autres à l'avenir. Je pense qu'il faut faire très attention à celles qui annoncent des catastrophes quand elles ont déjà livré. Et j'invite les gouvernements à étudier de façon minutieuse les œuvres littéraires et de façon scientifique, éventuellement en créant un secrétaire d'État à l'étude de la littérature, à voir ce qui peut survenir. Car après tout, si le pire est irreprésentable, qui mieux que les écrivains est capable de faire état d'œuvres d'imagination et deviner ce qui va se passer. On a des exemples que je prends, je mets en parallèle un roman de Tom Clancy, le romancier américain, qui a raconté quelques années avant le 11 septembre comment un terroriste utilise un avion pour se fracasser contre le Capitole. Je montre comment son dispositif d'invention du pire est analogue à celui que Ben Laden, parallèlement et comme en circulation psychique à distance, invente. Et avec cette idée qu'en fait, oui, écrire sur une situation stable et heureuse n'intéressant pas beaucoup de lecteurs, on est toujours amené à imaginer le pire. Cette espèce de pessimisme littéraire dont vous parlez, qui en fait conduit à représenter l'irreprésentable. Oui, alors c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy, qui a été inventée par les scientifiques, et en particulier par ceux qui fabriquent des objets à bon public. Il se situe toujours dans la perspective que même quelque chose de complètement invraisemblable et idiot dans l'utilisation du produit, un jour, sera pratiqué par quelqu'un. Et donc ils sont obligés d'imaginer le pire, le plus idiot, pour se garantir contre les risques. Et ce que je suggère comme idée, c'est que les romanciers en particulier vont du côté du pire possible. C'est ce qui leur donne leur capacité de prédiction d'un certain nombre de catastrophes. Je voudrais signaler que cette théorie qui fait que les écrivains auraient une propension à imaginer le pire et donc une sensibilité particulière à des catastrophes à venir était défendue par Proust dans une page tout à fait extraordinaire à propos de la mort d'Albertine, dont il dit qu'elle est annoncée par toute une série de signes qu'il n'a pas su capter. Et il a une formule tout à fait étonnante quand on sait que Proust, c'est le grand écrivain du passé, de la rémanence du passé. Il a une formule tout à fait étonnante à propos de l'avenir. Il dit les grandes catastrophes sont tellement importantes qu'elles ne peuvent pas tenir entièrement dans le moment où elles se produisent, et donc elles
elles produisent des éclats dans les deux sens, aussi bien après que avant. Et donc c'est tout à fait ce que j'essaie de montrer ici, en annonçant encore une fois un certain nombre de catastrophes. Et je vous invite très fermement à acheter ce livre pour éviter certains délits. J'annonce en particulier une éruption du mont Fuji qui est très clairement présente dans une des 15 œuvres que j'analyse. Peut-être on va partir sur un angle un tout petit peu différent avec une question qui est en plein dans le sujet, en tout cas du séminaire, puisqu'elle a à voir avec la littérature populaire. Vous êtes un critique littéraire, vous êtes largement reconnu et vous envisagez l'écriture comme lieu de création et la lecture comme lieu d'interprétation. Et on pourrait dire que de manière très curieuse, vous écrivez aussi bien au sujet de Proust et de Kafka qu'au sujet de Conan Doyle ou de Dumas. Et même dans Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer, c'est un roman de Dumas qui fournit à lui seul la matière de votre livre. Dans la construction de la critique policière, vous accordez aussi bien littérature, on va dire populaire, puisque leur appartenance au polar place Agatha Christie et Conan Doyle dans cet ensemble, largement problématique, mais on va le maintenir pour l'instant. Et vous y adjoignez une œuvre qui ressortit un champ très différent, puisqu'il s'agit de l'un des auteurs les plus canoniques au niveau international, et de son œuvre la plus célèbre, Hamlet, de Shakespeare. Et donc, je me demande à vous lire quelle place vous faites à cette littérature et à la question axiologique, qui est très souvent un boulet à la cheville de cette littérature, puisque vous prenez pour unique sujet d'un essai un roman de Dumas, puisque vous mélangez ainsi les champs, les étiquettes littéraires. Moi, en tout cas, ça me pose beaucoup de questions dans le traitement que fait habituellement la critique de ce genre de littérature qui n'en est pas. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question, avant qu'on me la pose, hein, quand j'ai fait la trilogie policière, je ne me suis jamais posé la question de savoir quel était le problème de mettre Shakespeare sur le même plan qu'Agatha Christie et Conan Doyle. Bon, je parle d'émotion de lecture et d'envie d'écriture. Je parle de livres qui m'ont touché et de livres qui me donnent envie de fabriquer ces dispositifs de fiction théorique. Je pense que c'est un avis qu'on partagera. Je ne me sens pas à l'aise dans la dénomination de littérature populaire. Je ne pense pas qu'il y ait une littérature supérieure à une autre. Je pense qu'il y a à l'intérieur de différents genres des écrivains qui sont meilleurs que d'autres. Pour moi, Agatha Christie est un grand écrivain. Je trouve qu'elle est totalement sous-évaluée. Le premier livre que j'ai fait, avant d'aller aux éditions de minuit, au PUF, c'est un livre sur un écrivain qui m'est resté très cher, qui est Romain Gary. À l'époque, je me suis heurté à l'incompréhension complète de mes collègues. Je vois avec plaisir au fil des années que l'étoile de Romain Gary ne cesse de monter, que sa reconnaissance dans le canon littéraire est maintenant assurée, au moins pour un temps, parce que les choses sont très variables. Donc c'est vrai que je n'ai pas de problème dans une sorte de hiérarchisation. C'est à l'intérieur des genres vraiment que j'établis mes hiérarchies et je ne pense pas qu'il y ait une littérature supérieure et une littérature populaire. Par exemple, je trouve Agatha Christie, donc là on est quand même à l'intérieur du même genre, très supérieur à Conan Doyle. J'ai jamais eu le rapport de passion que j'ai avec Agatha Christie pour Conan Doyle. Mais là, vous voyez, c'est une comparaison à l'intérieur d'un genre qui est le genre policier. C'est une comparaison que vous établissez sur des critères qui vous sont personnels ou sur des critères d'écriture Je pense qu'ils sont largement personnels, hein, parce qu'un spécialiste de Conan Doyle me fusilerait du regard ou du fusil. Donc, beaucoup d'œuvres d'Agatha Christie me font réfléchir, me donnent à penser, je les relis. Je n'ai jamais relu, par exemple, de Conan Doyle après avoir lu l'intégrale des 60 récits pour faire Baskerville. Donc, pas de catégorie dite littérature populaire. Non, par exemple, Dumas, est-ce que c'est de la littérature populaire? Ça ne me paraît pas du tout évident. Mais le rapport que vous expliquez dans l'introduction de Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer, le rapport que vous avez avec cette histoire et avec ce personnage, il vient largement du champ, on va dire,
médiatique et populaire, puisque c'est d'abord par le feuilleton que vous êtes entré dans l'histoire. C'est ça, oui. Bon, feuilleton, j'imagine peu d'entre vous ont vu, hein, des années 60, qui était le premier grand feuilleton de KPDP de la télévision française, à l'époque où il y avait une seule chaîne, avec des acteurs remarquables, plusieurs de la comédie française. Et donc, je suis tombé amoureux de l'héroïne de Geneviève Dixmer en voyant le feuilleton. Elle était incarnée par Anne Doigt. Et ensuite, du roman, ma passion s'est encore accrue à la lecture du roman, et il n'a jamais cessé depuis. Donc, bon, je suis freudien, donc il est évident que la subjectivité est quelque chose d'absolument fondamental dans le choix de ses œuvres. Et comme elle est fondamentale dans ce que j'essaie de faire, que j'ai expliqué tout à l'heure, la tentative pour mettre en évidence la manière dont nous intervenons sur les œuvres. Je crois que deux œuvres ne sont pas lues, c'est une évidence, de la même manière. C'est ce que j'avais essayé de montrer dans Enquête sur Hamlet, hein, qui est un polar, puisque je montre que l'assassin accusé par Shakespeare n'est pas le bon, ce que d'ailleurs un certain nombre de Shakespeariens très sérieux avaient admis, hein, sans aller jusqu'au bout, c'est-à-dire sans désigner le véritable coupable. Mais c'est aussi un livre très sérieux, hein, épistémologique, sur la confrontation des interprétations. Je prends une cinquantaine d'interprétations plutôt psychologiques d'Hamlet, pour montrer que les interprétations ne sont pas différentes, simplement les critiques ne parlent pas du même texte. Et quand deux personnes parlent du même texte, on est, c'est la théorie du livre, dans un dialogue de sourds. D'ailleurs, le sous-titre du livre, c'est le dialogue de sourds. Pourquoi? Parce que quand on regarde très attentivement, souvent ils ne parlent pas des mêmes citations. Ils ne parlent pas, déjà, il n'y a pas une version d'Hamlet, il y en a 4 au départ qui circulent, dont des versions dans lesquelles il n'y a pas tout bien, tout bien. Et même quand les gens prennent la même version, ce qui n'est pas toujours le cas, ils ne choisissent pas les mêmes citations, ils ne choisissent pas les mêmes concepts pour analyser le texte, ils ne se réfèrent pas aux mêmes théories organisatrices de ces concepts. Donc en fait, ils ne dialoguent pas. C'est ce que j'essaye de montrer à propos d'Hamlet. Et tout ceci pour mettre en valeur ce que j'appelle le paradigme intérieur, c'est-à-dire le fait que notre disposition psychique, notre fantasmatisation est telle qu'il est impossible de lire le même texte ensemble. Alors évidemment, il y a toute une série d'éléments sur lesquels on peut se mettre d'accord la plupart du temps. L'auteur du texte et encore, la date de création et encore. Bon, mais très rapidement, quand on rentrera dans le cœur du texte, en particulier dans l'analyse des personnages, la fantasmatisation est telle que les personnes qui commentent le même texte ne parlent pas du même texte. Et ça, je l'ai montré de façon très, très minutieuse dans Enquête sur Hamlet, en analysant des interprétations et en montrant qu'elles n'étaient pas divergentes, puisque les critiques ne parlaient pas de la même œuvre. Voilà, donc la subjectivité est absolument déterminante, hein, et c'est ce que j'essaie de montrer et de manifester en faisant surgir toutes ces autres œuvres qui tournent autour de l'œuvre principale. C'est une sorte de critique allégorique. Quand je prends la place de Maurice Lindé dans Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer, et que les personnages de ce fait, quand ils s'adressent à Maurice Lindé, s'adressent à moi, ma femme bien-aimée, Geneviève ne dit plus Maurice dans les dialogues que je cite, elle dit Pierre. Eh bien, je ne fais que manifester ce mouvement d'identification de tout enfant ou de tout lecteur épris d'un texte au personnage. J'essaie de mettre en valeur cette part de subjectivité par un dispositif humoristique de fiction. J'ai discuté récemment avec quelqu'un que je peux dire la plupart de vos théories hérissent, et qui me disait mais c'est absolument idiot de toute manière, il y a ce qu'a voulu dire l'auteur, point final. Et avec cette idée qu'on peut toujours retrouver l'intention d'auteur, qu'on peut toujours remonter à une intention d'auteur, à la fois ferme et définitive, et puis surtout qui fait le fin mot interprétatif et qui donne le point final au débat. Qui est le nom de cette personne? Je dirais le nom. Je pense exactement le contraire, c'est très clair. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer de reconstituer les conditions de création. Plus on en sait sur une œuvre, je pense, plus c'est important.
je ne me situe pas du tout dans la perspective de cette critique des années 60-70 qui se passait complètement de l'auteur. Pour moi, œuvre et auteur sont intimement liés. Si j'aime Romain Gary, c'est pas seulement pour son œuvre, c'est pour son engagement pendant la guerre. C'est un ensemble pour moi. Je ne dis jamais de Céline. Je dis à personne ne jamais lire Céline, parce que je ne peux pas séparer l'œuvre de l'auteur. Donc je ne mets pas du tout l'auteur de côté. Hein. Simplement, nous sommes là du côté du lecteur, face à un dispositif inconscient, un dispositif fantasmatique, qui va se projeter sur l'œuvre et qui va la transformer complètement. Et c'est ça que j'essaie de mettre en valeur. Ce n'est pas mettre de côté l'auteur, hein. C'est montrer comment notre rencontre avec le texte est largement subjective, mettre en valeur cela. D'autant que, comme vous le disiez, la théorie des mondes parallèles peut permettre, par exemple, une nouvelle approche de la génétique et de la question de pourquoi certains brouillons n'ont pas donné un certain texte. Et, il y a une approche quand même de la question de l'auteur, et notamment dans toute la trilogie de l'anticipation, la question de l'auteur, elle est aussi au cœur du problème. Qu'est-ce que reçoit un auteur qui prédit l'avenir? Sur quel mode le prédit-il? Mais là, c'est peut-être pas sur le mode de l'intention de l'auteur qu'il faut réfléchir. La prise en compte de l'inconscient, hein, qu'on y ajoute ou pas la théorie des univers parallèles, fracture chaque sujet. Donc, qu'a voulu faire l'auteur? Il en sait quelque chose, c'est pour ça que je ne le renie pas du tout. Mais l'auteur a aussi un inconscient, donc il est lui-même fracturé, disséminé entre plusieurs potentialités. Et il en va de même du lecteur, hein, sans même accepter, parce que je me sens par moments réticent vis-à-vis de la théorie des univers parallèles, cette théorie, chacun de nous est multiple. Je veux dire, je ne suis pas le même avec vous que je suis avec quelqu'un d'autre, que je serai ce soir avec ma famille ou demain avec des amis. Enfin, moi-même, j'ai le sentiment d'une multiplicité intérieure considérable, et je me reconnais tout à fait dans cette catégorie qui est bien utilisée en France, qui est celle de la personnalité multiple. Vous savez, il y en a beaucoup aux États-Unis, des gens qui hébergent toute une série d'occupants et qui sont multiples eux-mêmes. Et ça va très loin, hein, parce que alors, les tribunaux, pour le moment, n'ont jamais accepté d'innocenter les criminels qui prétendaient que ce n'était pas eux, mais un tel habitant chez eux qui avait commis le crime. Mais vous remarquerez, donc on va vers une solution quand même de bon sens avec la prise en compte des personnalités parallèles, personnalités multiples. Certains tribunaux américains acceptent que les différents occupants d'une même personne viennent témoigner à la barre. Et vous voyez, donc la multiplicité, moi je la vis, hein, et moi-même dans ce que j'écris, je la vis puisque je dis une chose et souvent son contraire, etc. Cette multiplicité fracture comme la théorie de l'inconscient fracture l'auteur. Et donc non seulement il y a une multitude de lecteurs, mais il y a une multitude de lecteurs à l'intérieur de chaque lecteur. Hein, et il y a une multitude de lus à l'intérieur de la même personne, même si elles semblent à un moment réunies à l'intérieur de ce corps-là, puisque bon, vous semblez être unique. Je veux dire unique, oui, vous êtes unique, vous semblez être toute seule là. Et en fait, vous êtes, j'imagine. Et je suis partisan d'ailleurs de vous voyer, et pas de tutoyer. Moi, le tutoiement est très bien, mais le vouvoiement est quand même plus respectueux de la multiplicité de chacun d'entre nous. Restons peut-être sur cette thématique du populaire que j'avais abordée tout à l'heure et qui nous a amené Restons avec les différents plus et les différents Pierre Bayard. J'aimerais qu'on aborde votre façon d'écrire, mais je crois que pour arriver à bien poser ma question, il va falloir que je m'étende un petit peu. Ça part du constat que vous avez accompli donc, depuis presque 20 ans, quelque chose qui paraît hautement improbable, à savoir rendre la critique littéraire populaire à une catégorie de lecteurs qui n'est pas la catégorie habituelle des essais de critique littéraire. Et vos essais dépassent en effet de beaucoup le cadre de diffusion habituel de la critique littéraire, ainsi que vos interventions sur les différents médias d'ailleurs, et il y a une attente du public pour le prochain Pierre Bayard qui est, s'il n'en fallait un indice certain de popularité. Et il me semble que vous avez un point commun avec la littérature donc, que l'on appellera plus populaire, dans les contraintes d'écriture qui vous sont imposées ou que vous vous imposez. Et on pourrait en
distinguer trois de ces contraintes. Tout d'abord la question des délais, puisque vous publiez un ouvrage tous les ans, à peu près, ou tous les 2 ans, ce qui impose un rythme d'écriture soutenu, et non, en plus un rythme d'écriture anticipé, pour reprendre le mot. Et effectivement, pour publier un ouvrage par an, il faut un calendrier d'écriture très serré, et on se rapproche là beaucoup du romancier populaire, chargé d'écrire un roman par an, voire un feuilleton par jour, et de rendre sa copie selon un calendrier et un rythme d'écriture qui structure l'acte d'écriture. La deuxième contrainte, c'est celle du niveau sériel, qui concerne les livres en tant que rassemblés dans des ensembles, puisque vous fonctionnez principalement par trilogie, même je crois uniquement par trilogie. Et donc ainsi, Orège sauvé Geneviève Dixmer fait suite à Orège était résistant au bourreau et annonce un 3e épisode. Et le Titanic fera naufrage et la conclusion de la trilogie d'anticipation. Et la série des Comment parler aussi compte pour l'instant 2 volumes, et on attend toujours la conclusion, après les livres et les lieux. Et on retrouve encore le romancier populaire, mais pas seulement, tous les producteurs populaires de séries télévisées, de séries de films, de séries de jeux, puisque la sérialité est l'un des éléments constitutifs centraux de la littérature et de la culture populaire et médiatique, autant du point de vue de l'écriture que du point de vue de la réception. Et par exemple, Le Chevalier de Maison Rouge de Dumas peut lui aussi s'insérer dans une série, c'est des romans que Dumas a écrits sur la Révolution française. Et puis cette question de la contrainte d'écriture se retrouve à un 3e niveau, celle de la structure individuelle de chacun de vos livres. Tout se passe comme si pour chaque essai vous vous imposiez un scénario qui est relativement évident dans le cas de Orège sauvé Geneviève Dixmer, puisque vous suivez pas à pas Dumas. Et scénario qui est moins évident à première vue et que vous imposez comme une architecture dans des livres comme Le Titanic fera naufrage. Vous imposez une sorte de feuilletage avec l'histoire de Robertson et puis l'histoire d'un autre auteur, William Steele, qui est lui aussi en rapport avec la prédiction du Titanic. Et leur histoire se découpe en épisodes qui viennent jalonner les différentes parties de l'essai et qui créent une attente de résolution, l'attente du dernier épisode. C'est tout l'art de la construction, de la mise en attente du lecteur, du suspense, qui est l'art dont le romancier populaire est passé maître. Et vous construisez en fait un véritable piège sous les pas du lecteur. Dans Demain est écrit, par exemple, vous déployez la vie d'Oscar Wilde à l'envers, donc en partant de la fin, pour arriver au début, ce qui crée une véritable tension. Et cette vie qui est donc faite à l'envers et intercalée entre les différentes parties du livre rend de plus en plus impatient d'arriver à l'épisode final, puisqu'on se demande bien comment vous allez arriver à finir la vie par le début. Et donc je me pose beaucoup de questions sur la construction à la fois de l'ensemble des ouvrages, et puis des ouvrages eux-mêmes, et puis de cette question du rythme d'écriture. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, j'ai essayé de les mettre en ordre, vous voyez. Alors, pour essayer de répondre à certaines, populaires, alors, en tout cas, c'est vrai que j'essaie de m'adresser à un public qui est plus large que le public universitaire. Ça a été très tôt ce que je souhaitais faire. Peut-être parce que je suis moi-même d'origine, entre guillemets, populaire, je ne suis pas d'une famille intellectuelle. Et j'ai envie d'avoir des lecteurs, pas forcément nombreux, mais d'avoir des lecteurs. Et je me pose des questions que je pense beaucoup d'auteurs de sciences humaines ne se posent pas. Et par exemple, comment faire en sorte que les gens aient envie d'acheter le livre, comment faire en sorte que l'ayant ouvert, ils continuent à le lire. Ça, je me rappelle que c'était une question qui m'était posée avant le premier livre de la série policière qui a tué Roger Ackroyd. J'ai dit, si je veux faire en sorte que les gens me suivent, dans un livre qui est aussi centré sur des questions théoriques, délire et théorie, il faut que ce soit un polar. Comme ça, les gens qui s'intéressent au polar, ils voudront savoir, puisque ce n'est pas le docteur Shepard, qui c'est. Donc ça, il n'y a pas beaucoup je pense, de gens qui se posent ces questions. Ou, par exemple, une question que je me pose en permanence, c'est comment faire rire le lecteur, comment le faire sourire. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs de sciences humaines qui se posent cette question-là. Donc c'est vrai que j'écris un peu comme certains auteurs populaires, entre guillemets, en m'intéressant au lecteur, à ses réactions.
Je pense que le fait d'être aux éditions de Minuit avec Irène Lindon qui a suivi mes livres depuis le début a joué parce que c'est des questions qu'elle se pose et elle me dit souvent à propos d'un livre, oui celui-là il n'est pas trop compliqué, il va marcher, ou bien celui-là il est trop compliqué. Sachant qu'aujourd'hui la mesure du compliqué, vous savez, est quand même très basse. Hein, il y a de moins en moins de lecteurs, il y a de moins en moins de lecteurs de livres un peu difficiles. Et ce que j'écris n'est pas trop difficile, je crois, pour les enseignants et les étudiants, mais il y a beaucoup de lecteurs qui me disent « Ah, c'est difficile. » Voilà. En tout cas, c'est des questions que je me pose en permanence et qui ont des effets dans la tentative de faire des livres à suspense, dans la tentative de faire de l'humour, plus ou moins réussi, dans les constructions narratives, dans la quasi-absence de jargon. Bon, il y en a quand même un peu, puisque ce sont des livres de sciences humaines, même si ce sont aussi des romans, mais bon, beaucoup de respect et d'amitié pour Gérard Genette, mais j'emploie jamais métadiégétique ou focalisation de termes, ou c'est des mots, bon, il y a un seul mot par exemple, je pense un peu technique dans Rêche Sauvé, j'ai été expert, c'est métaleps, mais je l'explique minutieusement, etc. Donc c'est un parti pris de viser un public qui est non pas le public des quelques centaines de collègues universitaires que visent, en s'en rendant compte ou sans s'en rendre compte, mes collègues, mais un public de ce que Molière appelait l'honnête homme, femme. C'est le public des expositions au Grand Palais, des musées, des festivals de cinéma, des concerts, les gens qui s'intéressent à la culture. Hein. Ce qui implique de faire un effort pour populariser, pour simplifier, pour dialoguer à partir de la théorie littéraire qui souvent est absconse. Il y a des livres de collègues que je ne comprends rien. Et donc je me demande, étant spécialiste de la question, quel public ils visent et s'ils se sont posé la question de savoir s'ils allaient avoir des lecteurs. Alors ça, c'était une des nombreuses questions. Alors il y a une autre question posée par une autre Luce, qui était la question sur la contrainte. Alors c'est vrai que je me pose des contraintes. Alors il y a des contraintes de temps, puisque j'ai une production quasiment annuelle, donc je suis obligé de m'organiser dans le temps. Les livres sont préparés 4 ou 5 ans à l'avance. Hein. Titanic sur un naufrage, ça faisait très longtemps que j'y travaillais. Et ensuite, il y a un temps d'écriture qui est en général très organisé, suivant un programme de travail quasiment industriel. Et puis, comme vous l'avez remarqué, il y a à l'intérieur de ça toute une série de contraintes. Alors là, qui ne sont pas nécessaires, puisque elles n'imposent pas, elles ne sont pas contraintes par la nécessité de rendre un manuscrit. Je pense que c'est une partie de moi-même qui aime bien faire souffrir l'autre, mais aussi cette idée oulipienne que la contrainte crée une certaine liberté. Indépendamment de ça, les organisations qui sont souvent assez sophistiquées en nombre de parties, quelquefois en nombre de paragraphes à l'intérieur des parties, parce que je me fixe toute une série de contraintes, tiennent aussi au fait que je suis très sensible dans un livre, indépendamment de l'humour, à la question du rythme. Pour moi, un livre, ça doit avoir une certaine vitesse, ça doit aller vite, il faut que le lecteur soit surpris régulièrement, sinon il ne va pas continuer. Donc ces questions de rythme, comme en musique, jouent aussi dans les contraintes que je m'impose en nombre de parties, de paragraphes, etc. Donc si on veut être paranoïaque jusqu'au bout, il faut compter les paragraphes. Oui, comptez, puis dites-moi ce que ça donne. Et par exemple, cette volonté d'organiser les livres ensemble qui sont tous des trilogies, est-ce que ça vient d'une volonté de construction? Est-ce que ça vient du chiffre 3? Est-ce que ça vient de... Ça s'est imposé progressivement. Je n'y pensais pas au départ. Et puis, Quiature Roger Ackroyd avait très bien marché, donc je me suis dit je vais en faire un deuxième. Demain est écrit n'avait pas marché, mais j'avais très envie de travailler sur le plagiat par anticipation, parce que je trouvais que c'était une notion que je n'avais pas inventée. Elle a été créée par Louis Pau, mais ils n'ont jamais rien fait. Il y a 2 ou 3 phrases à droite et à gauche, donc je pense que ça
mérité d'être travaillé. Donc ça s'est imposé peu à peu à moi, ce principe. Bon, il a été aussi déterminé par le succès de comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Donc j'avais envie de faire le suivant, comment parler des livres on n'a pas été. Donc voilà, ça s'est imposé à moi. Il y a des choses qui... Je pense qu'il faut faire des livres qui vous sont imposés. Et moi je ressens quand quelqu'un fait un livre pour faire carrière, parce que ça n'est pas une nécessité intérieure. Je crois que pour moi un livre c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, que j'ai envie de faire, que j'ai besoin de faire. Et donc de même que des projets d'écriture se sont imposés à moi, quelquefois simplement en partant d'un titre qui paraissait absurde, je ne voyais pas du tout comment j'allais ensuite remplir le contrat. Certains projets de livres se sont imposés à moi, certains cycles se sont aussi imposés à moi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense qu'il ne faut pas creuser, il faut le faire parce que c'est une nécessité intérieure. De même que la forme générale de ce que je fais s'est imposée à moi. On m'a souvent dit, mais pourquoi vous ne faites pas de vrais romans? Parce que c'est ça l'objet que j'ai envie de produire, cette chose intermédiaire entre théorie et fiction, qui s'est imposée peu à peu. Et non pas depuis presque 20 ans, non, mon premier livre date de 78, vous voyez. J'avais calculé à partir de Roger Ackroyd. Oui, mais non, en fait, chez Minuit, le premier livre date de, c'est Paradoxe du menteur, 93, mais avant il y a eu le livre sur Gary en 90, et puis avant il y a eu 2 autres livres sur Balzac et Stendhal. Donc en fait j'ai commencé très tôt à produire des livres. Mais la critique interventionniste, la tonalité mi-absurde, mi-sérieuse de ces livres, c'est aux éditions de Minuit, et ça a vraiment commencé avec le livre sur Proust. Le livre dans lequel le narrateur propose de supprimer les digressions dans la recherche du temps perdu. Donc si je m'adresse à nouveau au Pierre Bayard qui aime bien faire souffrir l'autre, la question, j'y reviens, de ces montages, de ces feuilletages à l'intérieur du livre, pas seulement il y a une espèce de scénario, un peu comme si il fallait avoir un scénario d'écriture qui part de la question qui est souvent posée par le titre. Bon, là, on a un contre-exemple avec le Titanic fut un naufrage, mais on a un excellent exemple avec Aureche Sauvé et Geneviève Dixnel. Et la question, on ne trouve sa réponse qu'effectivement dans l'avant-dernier paragraphe du livre. Il y a cette envie de construire un scénario, d'emmener quelque part à une réponse, et en même temps de ne pas emmener trop vite, en tout cas pas en ligne droite, avec cette espèce de feuilletage qui devient un dispositif assez complexe dans le Titanic fut un naufrage, puisqu'il y a deux feuilletons à suivre en parallèle de l'essai. Moi je suis vraiment très intriguée par toutes ces contraintes. La contrainte principale, c'est d'être original, c'est-à-dire d'inventer des formes d'essai qui n'ont jamais été faites auparavant. Et je pense que c'est le cas d'un certain nombre de textes que j'ai faits. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de textes qui relevaient des invraisemblances dans les textes littéraires. Comme je le disais, les Shakespeariens ont, depuis le début du XXe siècle, relevé dans Hamlet une invraisemblance absolument majeure et n'en ont rien fait. Donc il y avait beaucoup de textes relevant les invraisemblances, y compris dans les romans policiers. À ma connaissance, il n'y en avait aucun qui allait plus loin et qui désignait le véritable criminel. Donc ça, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit nouveau. Pour ce qui est de l'amélioration des œuvres, là c'est pas original. Comment améliorer les œuvres ratées? La réécriture elle est aussi ancienne que l'Iliade et l'Odyssée. En revanche, quand je propose de réattribuer les œuvres à d'autres auteurs, dans Si les œuvres changent d'auteur, là je crois que, et de lire par exemple autant de Tolstoï, ou de regarder le Cuirassé Potemkin Hitchcock, là je pense que c'est plus original. Le dispositif de Dixner, je pense qu'il est assez original. Je n'ai pas rencontré pour le moment, même s'il y a des métalepses qui sont racontés en fiction, La Rose pour vulgaire de Woody Allen, ou bien une autre nouvelle du même Woody Allen, je ne crois pas qu'il y ait de texte théorique, en tout cas je ne connais pas, dans lequel le critique rentre dans l'œuvre et devient un personnage de l'œuvre. Je précise que je ferai dans un autre livre, la métalepsie
l'inverse, c'est-à-dire de faire sortir un personnage de l'œuvre. Bon, et moi, ça m'intéresse en tant qu'écrivain d'inventer de nouvelles manières de faire des essais. Et il faut qu'il y ait cette originalité pour que je sois déterminé à me lancer dans l'écriture. Parce qu'ensuite, c'est une multitude de difficultés d'écriture, y compris dans le rapport entre sérieux et humour. C'est aussi des livres dans lesquels il y a une réflexion sur le psychisme, ça c'est constant dans tous les livres, sur la lecture, sur l'éthique, aussi bien dans Rage et Terroriste en gros, dans Rage sur Exmer, parallèlement à l'humour, qui est moindre d'ailleurs dans Rage et Terroriste en gros parce que le cadre ne le permettait pas. Il n'y a pas que des vannes, si j'ose dire. Il y a une réflexion sur l'engagement. Donc le réglage des deux est complexe, mais c'est ça qui m'intéresse en tant qu'écrivain, de trouver un mode de lecture qui soit complexe et qui soit de ce fait déstabilisant, puisque beaucoup de lecteurs et de journalistes quelquefois se trompent complètement dans la manière de percevoir le livre. Le comble ayant vraiment été comment parler des livres qu'on n'a pas lus, puisque beaucoup de journalistes ont pris le livre complètement au sérieux, et beaucoup de lecteurs aussi, ça en revanche était heureux, puisque beaucoup de gens l'ont acheté pour ne plus jamais lire, et ont eu probablement quand même le sentiment ensuite de s'être fait avoir, parce que le premier chapitre est sur Robert Musil, le deuxième sur Valéry, le troisième sur Montaigne. Ils ont dû me haïr quand ils ont vu que ce n'était pas véritablement un manuel de recettes, mais le mal était fait, c'est exactement le bien en ce qui me concerne, puisqu'il avait acheté ce qui est l'essentiel. C'est un livre qui circulait effectivement en Cagne pour essayer d'apprendre comment lire tout le programme sans l'avoir lu. Effectivement, il s'agit toujours finalement de poser une question sérieuse sous des aspects parfois de canular, faire changer les auteurs des œuvres, appréhender autant n'importe le vent de Tolstoï, c'est vraiment une drôle d'expérience, mais effectivement, il y a toujours une vraie question épineuse là-dessous. En lisant autant n'importe le vent de Tolstoï, je dois dire que moi je n'avais jamais rien lu sur autant n'importe le vent de Tolstoï. C'est aussi ça aussi qui est grisant, hein. Vous en parliez tout à l'heure, quand on travaille sur autant d'importe le vent de Tolstoï, on est le premier. J'ai cherché des textes, des articles, il n'y avait personne, et c'est quelquefois grisant et angoissant, parce qu'on a l'impression d'être devant une terre vierge, avec, on en parlait tout à l'heure, aussi ce sentiment de responsabilité. On est le premier à parler d'une œuvre écrite par un écrivain, on ne peut pas raconter n'importe quoi si on a un minimum de sens éthique. Oui, je vous interromps. Non, il n'y a pas de problème, effectivement, ça croise tout à fait ce que je voulais dire. On se retrouve face à la responsabilité d'explorer pour la première fois quelque chose et en même temps face à un objet qui va susciter beaucoup de questionnements et de réactions vives, et puis en même temps ça produit du sens. Alors quel sens là, effectivement, c'est une question que je laisse en suspens parce que je pense qu'il dépend beaucoup du lecteur. Et on retrouve le même genre de questions dans Rage sauvage de David Exmer, c'est effectivement la question du choix, la question de l'éthique, de est-ce qu'on suit des principes ou est-ce qu'on réfléchit aux conséquences par exemple. Et dans Le Titanic fera naufrage, c'est très différent de Demain est écrit, on en parlait aussi tout à l'heure, puisque dans Demain est écrit, on peut toujours avoir le soupçon que l'auteur a influencé les événements en fonction de ce qu'il avait voulu prédire ou de ce qu'il avait écrit. Alors que là, dans le cas de la catastrophe collective, on ne peut pas du tout avoir ce soupçon-là. Et donc ça pose vraiment une question de savoir d'où viennent ces prémonitions, d'où on se situe sur l'échelle entre la prémonition et la prédiction, de la conscience de faire cette prédiction. Il y a un problème qui est plus qu'épineux là-dessous. Oui, la différence là, entre Demain est écrit et Le Titanic sur un naufrage, comme vous suggériez, c'est la notion de prophétie autoréalisatrice. Émile Verhaeren parle sans cesse dans ses poèmes de train ensanglanté, et il va périr sous un train. Alors, c'est pas un suicide, il est sur un car, et puis le mouvement de fond, il glisse, et il est tué. Enfin, un Freudien pourra toujours se dire, c'est pas un suicide, mais l'inconscient existe, et il y a un acte manqué. Je raconte dans un roman que je tombe amoureux d'une jolie rousse, et un an après, je rencontre une jolie rousse.
Bodien dira, bon, c'est pas une surprise, hein, parce que l'un et l'autre répondaient à un fantasme. Donc il y a une dimension de prophétie autoréalisatrice dans tous les cas de Dominique Écrit. Elle n'est plus valable dans le cas des catastrophes collectives que je décris dans le Titanic sur un naufrage. Quand William Stead, journaliste qui a écrit plusieurs nouvelles autour de bateaux qui périssaient, qui faisaient naufrage après avoir heurté des icebergs, monte sur le Titanic, on ne peut pas dire que c'est lui qui a provoqué la catastrophe. Hein. Il est très rare, dans le cas d'une catastrophe collective, qu'une responsabilité individuelle puisse être mise en évidence, sauf pour le cas de responsables politiques qui engageraient leur pays dans une guerre après l'avoir prédit, etc. Mais c'est des cas exceptionnels. Donc il y a vraiment une différence épistémologique entre les deux. Et sur la question de l'éthique qui sous-tend Rush Sauvé Jeanne Dixmer, finalement, à vous suivre dans le livre, c'est très difficile de faire un choix entre principes et conséquences. Il y a vraiment un débat qui est d'ordre pas seulement psychologique et subjectif, il y a vraiment un débat d'ordre beaucoup plus élevé sur la question de l'éthique et sur... Oui, et qu'on peut transposer au monde contemporain. Vous savez, les deux grandes théories éthiques de la philosophie morale, c'est l'éthique des principes et l'éthique des conséquences. Dans l'éthique des principes, on respecte un principe de façon absolue, sans examiner les conséquences. Dans l'éthique des conséquences, on regarde un peu les conséquences de ce qu'on fait. La grande figure de l'éthique des principes, c'est Kant. Kant se refusait à mentir, quelles que soient les circonstances, et même si ça devait conduire à la mort de quelqu'un, à la mort d'un ami. C'est des débats que l'on peut, dont on peut trouver aujourd'hui l'exemplification dans le monde contemporain. Pensez à l'attitude de Merkel face aux réfugiés. Elle va de façon très claire se rallier à l'éthique des principes, hein, sans examiner les conséquences, ce qui lui sera reproché. Je dois accueillir les réfugiés qui demandent l'asile en Allemagne. Je ne regarde pas les conséquences. Je trouve ça absolument remarquable au passage. Et c'est ce genre de débat très sérieux hein, que j'examine dans les livres de la série Aurais-je. Avec ce problème auquel se trouve confronté Maurice Lindé, et donc auquel je me trouve confronté, puisque tombé amoureux de la même femme, Geneviève Dixmer, je me rends compte au bout d'un moment qu'elle trahit la cause républicaine à laquelle je suis attaché. J'ai oublié le début de ma phrase, vous l'avez en mémoire. Il me semble que c'était un problème qu'on retrouvait également dans la série Aurais-je. Je vous remercie. Parce qu'en fait, on pourrait dire, après tout, la décision que je dois prendre est simple. Je suis un républicain. Cette femme trahit la République avec des comploteurs monarchistes. Et je dois respecter l'éthique des principes. En plus, j'ai prêté serment, puisque je fais partie de la garde nationale, donc la question ne se pose même pas. Quand on regarde de façon plus attentive ce que je fais dans le livre, c'est compliqué parce que ce que j'essaie de montrer, c'est que nous avons un devoir de charge d'âme. Cette femme m'a demandé mon aide dans la rue alors qu'elle était agressée par des policiers. Et donc je me suis engagé et j'ai commencé à m'occuper d'elle. Et donc j'ai une sorte de devoir à son égard. Et donc ce qui se produit le plus souvent, qu'est-ce qu'on appelle un conflit de loyauté. Je dois quelque chose à la République et je dois quelque chose à cette femme. Et c'est ces conflits de loyauté qui rendent les choix éthiques extrêmement complexes. Bon, j'essaie d'étudier de manière minutieuse les textes théoriques qui supportent ces débats, mais c'est beaucoup plus compliqué que respecter des principes ou étudier les conséquences, parce que la plupart du temps, face aux situations de la vie courante, nous sommes face à des conflits de loyauté, c'est-à-dire des exigences de principes qui font qu'il est difficile de les respecter les uns et les autres en même temps. Effectivement. Et c'est à chaque bifurcation du livre Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer un vrai problème, et effectivement en faisant l'exercice de soi-même refermer le livre pour se poser la question aurais-je ceci ou cela, il y a une vraie dimension participative. Ouais. Que vous avez perçu, mais que peu de gens ont perçu, parce que malheureusement le livre a beaucoup moins marché que le précédent, parce que beaucoup de gens se sont demandé
ce qu'ils auraient fait pendant la guerre de 40, je crois qu'à part moi, personne ne s'est jamais demandé comment ils se seraient comportés vis-à-vis de Geneviève Dixmer, enfin, sauf Alexandre Dumas. Donc évidemment, ça a fait baisser le nombre de lecteurs de façon considérable. Quand on se pose une question qu'absolument personne ne se pose, évidemment, on ne peut pas s'étonner de ne pas avoir beaucoup de... Peut-être est-ce que c'est dû à la popularité du roman en lui-même face aux autres romans de Dumas plus connus. Oui. Je vous propose de passer éventuellement la parole à la salle s'il y a des questions, puisque je vois que on retourne très vite. Est-ce que vous avez des questions? Elles sont toutes bienvenues. Oui? Oui, j'aimerais savoir comment vous choisissez les œuvres sur lesquelles vous travaillez. Est-ce que du coup on peut dire que la critique créative a un corpus défini et quels en seraient les critères du coup? C'est la critique interventionniste, hein. Je tiens beaucoup à cette expression. En fait, c'est jamais seulement une œuvre, c'est l'ensemble d'un projet. Quand j'ai commencé à travailler sur Proust, bon, c'était pas très facile de travailler sur Proust. Pour ceux qui font de la recherche, fait partie des auteurs sur lesquels il est très difficile de s'engager parce que vous avez des milliers de livres. Mais c'était un point particulier sur lequel il n'y avait pas grand-chose, à savoir la digression. Et c'était le projet de montrer comment on pouvait retirer certains passages dans Proust, ou bien comment on ne pouvait pas. Donc c'est toujours l'ensemble d'un projet. Choisir une œuvre en même temps qu'une question et qu'un dispositif d'écriture original. C'est jamais une œuvre seule. Ou alors, quand une œuvre m'intéresse, je ne fais rien tant que je n'ai pas le projet. Je vais prendre un exemple parce que vous avez peut-être des idées à me proposer. Pour la deuxième année, j'enseigne en ce moment à Paris 8 sur Simenon. Et donc j'en ai lu beaucoup. Il y a 192 romans de Simenon, sans compter les romans pseudonymes, 192 dont 75 Maigret et 117 romans durs. J'en ai lu à peu près la moitié et je pense que j'aurai terminé dans quelques mois. Eh bien, actuellement, je ne sais pas quoi en faire parce qu'il me manque un dispositif intéressant, amusant, original sur Simenon. Je ne vais pas faire un livre sur le thème de Maigret. Donc il faut un ensemble pour que je sois motivé. Une œuvre, un projet d'écriture, une question un peu absurde, et si possible une forme de livre original. Alors je la trouverai peut-être sur Simenon, ou bien je ne la trouverai pas, auquel cas je ne ferai pas le livre. Donc on peut dire que le corpus est illimité en fait. Totalement, oui, la critique interventionniste a un corpus absolument illimité, oui. Et surtout qu'elle déplace les auteurs dans le temps, elle réattribue les œuvres, donc oui, oui. Elle est comme la théorie des univers parallèles, infinie, hein, c'est à ce niveau-là que je me situe. Bon, une autre question pour le niveau de l'infini. Oui. Pour mon mémoire de deuxième année, je travaille sur les préquels, donc les espèces de romans qu'on a décidé d'écrire en expansion mais vers l'arrière. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous les considérez, parce que je viens de lire pour mes recherches votre livre sur les mondes, justement sur les univers parallèles, et j'ai trouvé ça très intéressant pour cette recherche en particulier, parce que j'aimerais savoir si vous considérez que c'est un même monde dans lequel ça se développe, puisqu'il y a des temporalités qui sont bien distinctes. Ou est-ce que tout ça, c'est un même univers ou un même monde? C'est vrai que je me pose ces questions-là et je n'ai pas trouvé les réponses. Est-ce que c'est le même monde quand on... Alors, il s'agit d'un préquel fait par le même auteur ou fait par d'autres? Non, par le même auteur. Je me suis uniquement concentrée sur ce cas de figure qui est moins complexe que quand c'est une autre auteur. Je crois que la théorie des univers parallèles, là encore, on devrait montrer toute sa fécondité. Hein, et dommage qu'elle ait encore des personnes réticentes. Parce que, effectivement, c'est à la fois le même monde dans notre univers, le préquel, mais c'est aussi, ça ne l'est pas dans d'autres. Vous pouvez varier et voir toutes les possibilités. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, moi je ne vais pas comprendre ce que je viens de dire, mais en tout cas, je suis sûr qu'elle est très efficace, oui. Mais plus précisément, c'est à propos de quelle œuvre que vous vous intéressez au préquel? À partir de Pantagruel et Gargantua chez Rabelais et du Trône de fer de Georges Martin. Ah oui, parce qu'en fait, elle a fait un préquel. Ah oui, tout à fait. Il y en a 5. Oui, oui. Comment
voir un peu ce que ça donne en termes de création de mots. Ouais. Je vais réfléchir. Il y a des fanfictions sur... Bah justement, en fait, on a le problème de la fanfiction, ouais. qui n'a pas de statut en France, Ouais. puisqu'il y a le problème de droit d'auteur. Et du coup, c'est pas considéré non plus comme ce qu'a fait Jean Rice pour Claude Jenner, par exemple, qui a repris pour en faire un roman. Et ça n'a pas du tout de statut en France. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, ça n'a pas de statut? Ça n'a pas de statut légal en ouais. quelque sorte. Si quelqu'un qui écrit une fanfiction sur ouais. Internet n'aura pas le statut de publication de Jean Rice avec... Et vous pouvez quand même le citer? Non? Pas vraiment, j'ai l'impression que c'est pas vraiment bien. D'autant plus que ça pose des problèmes de droit d'auteur. Si ça vous intéresse, une petite publicité, la séance sur les fanfictions, ça sera le 7 novembre, ici, à 16h30. Mais il ne peut pas y avoir de problème de droit d'auteur pour rappeler. Ah non, bien sûr, non. Non, pas pour rappeler. Non. Mais par exemple, une fanfiction autour d'Harry Potter tombe en plein dans ce débat-là. Est-ce qu'on a le droit non seulement d'écrire, mais de rendre au public un texte qui utilise des personnages et l'univers J'imagine quand même que la plupart des auteurs sont ravis d'être l'objet de fanfiction, non? Je pense que quand il s'agit de droit d'auteur, on change vite de Ça, c'est... Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être? Oui? Je me demandais, j'ai un peu peur d'être rabat-joie, mais si le fait qu'une œuvre littéraire puisse anticiper la réalité ne montrait pas tout simplement les limites des capacités humaines, les limites de notre condition. Si on écrit 10 000 livres, je sais pas quoi, 100 millions de livres sur le monde tel qu'il pourrait être, on va finir par tomber sur le monde tel qu'il va vraiment être dans la vie. Oui, c'est un argument, je l'examine, parce que j'examine aussi bien les théories rationnelles, je ne sais pas, la théorie des univers parallèles, pour moi, n'est pas une théorie rationnelle, mais comme elle est considérée comme une théorie rationnelle, que les théories rationnelles, et en particulier tous ceux qui expliquent ces phénomènes par le biais de la coïncidence. Je cite un ouvrage de référence de Gerald Bronner, qui a étudié certains cas comme celui du Titanic au prisme de la théorie des coïncidences. C'est-à-dire que c'est un hasard si Robert Robertson, 14 années avant le naufrage du Titanic, raconte comment un navire appelé le Titan rencontre des icebergs et fait naufrage. Alors c'est compliqué, tout le livre est centré là-dessus, parce qu'évidemment on peut se dire que c'est simplement une coïncidence. Mais quand on regarde plus attentivement, c'est pas non plus complètement une coïncidence, parce que Robertson était un spécialiste des bateaux. Il s'intéressait beaucoup aux grands navires. Et donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaillait. Quand Houellebecq, c'est un autre exemple que je prends, la plateforme décrit un attentat islamiste qui se passe en Asie du Sud-Est dans des conditions très proches d'un attentat qui se passe un an plus tard, c'est pas simplement une coïncidence, parce qu'il travaille beaucoup sur l'islam. Ouais. Donc déjà, ça nuance la théorie des coïncidences. Ces écrivains travaillent. Par ailleurs, ce qu'on peut aussi répondre, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres, quand on regarde un corpus, qui n'annoncent rien, mais il faudrait, pour en être sûr, se lancer dans une étude de toutes les œuvres d'une certaine période pour voir combien annoncent quelque chose ou pas. Parce qu'il y a votre argument qui est très juste. Je pense que c'est la théorie des coïncidences que vous faites allusion. Mais il faudrait, pour être sûr, avoir un corpus assez large pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres œuvres qui vont dans ce même sens. Voyez. Donc j'essaie le livre se situe à mi-chemin je le dis d'ailleurs à la dernière page, de deux ouvrages, un ouvrage d'un certain Meust qui recense toutes les prédictions paranormales sur le Titanic, donc il est clairement du côté de l'irrationnel, et un livre de Gerald Bronner sur les coïncidences. J'essaie de faire la part des choses et de montrer comment les choses sont très complexes.
Parce que le problème, c'est que si je me ralliais à votre remarque très rationnelle, le projet de livre se serait effondré sous mes pas. Et donc, j'ai attendu qu'il soit terminé avant éventuellement de rejoindre votre perspective. Parce que ça revient à dire que le problème ne se pose pas. Mais si le problème ne se pose pas, le livre ne se pose plus non plus. Et donc, j'ai essayé de ne pas me démoraliser moi-même en me disant que tout ça, c'était des hasards. Oui, c'est toujours cette idée qu'on prend une théorie et une attitude et on va jusqu'au bout de cette théorie. Et effectivement, ça pose d'autant plus de problème que toute cette question des explications rationnelles ou irrationnelles, qu'il y a ce problème de savoir quelle est la conscience qu'a l'auteur de faire une prédiction ou pas. Et il y a tout le côté de la prémonition inconsciente et au contraire le côté de la prédiction réfléchie. Par exemple, pour vous distinguer la prédiction d'une évolution qui se fait donc plutôt sur le long terme et plutôt sur un cadre général, et la prédiction d'un événement qui est elle beaucoup plus surprenante puisque l'événement ne découle généralement pas d'une évolution. Et effectivement, la prédiction d'une évolution tient de la réflexion sur une tendance, sur des changements dont on sent les germes. Oui. Je différencie toute une série de cas pour impressionner le lecteur. C'est une étude très, très scientifique. Je ne les mets pas toutes dans le même sac. Bon, quand Jules Verne annonce une série de progrès scientifiques, on est dans le cadre d'une prédiction fondée sur des recherches scientifiques. Ce n'est pas des coïncidences. Vous voyez, il travaille. Quand il décrit le réchauffement climatique dans un livre peu connu qui s'appelle Sans dessus-dessous, on a l'impression de quelque chose d'un peu autre qu'une simple prédiction scientifique. Quand la description qu'il fait du vol vers la Lune ressemble quand même de façon très singulière à la manière dont s'est déroulé le premier vol, aussi bien le nom du vaisseau que la durée qui nous offrait exactement la même, etc. On est un peu à mi-chemin des deux. Il y a une autre question. Oui. Quelle est la différence entre la critique créative et ce que vous appelez la critique interventionniste? Moi, c'est la critique interventionniste. Donc, je ne sais pas ce qu'est la critique créative. Qu'est-ce que vous appelez la critique créative? Par exemple, tout ce qui est autour de la théorie du texte possible, imaginer, tout ce qui a, le principe de lire pour écrire, qui amène une lecture qui amène à la création. Disons, je suis très proche de tous ceux qui travaillent sur les textes possibles, que ce soit Marc Escola, Sophie Raveau, etc. Mais la critique interventionniste ne se contente pas d'examiner les autres textes qui auraient pu être créés, au sens par exemple aussi où Michel Charles l'avait proposé dans son ouvrage de 95, Introduction à la lecture des textes. C'est beaucoup plus vaste, puisque par exemple il y a des réattributions d'œuvres, il y a des déplacements des auteurs dans le temps. Donc c'est un projet qui est quand même beaucoup plus vaste que ce que vous désignez probablement par les textes possibles, qui n'en est qu'une partie, à mes yeux. Et pourquoi ce mot d'interventionniste, puisque vous dites que vous y tenez? Écoutez, il a été, en fait, j'en suis pas l'auteur, il a été proposé par une amie, après-demain est écrit dans un entretien qu'elle faisait pour la Gazette littéraire, Tiffaine Semoyau. Elle me disait, finalement, ce que tu fais, c'est de la critique interventionniste. Et j'ai trouvé que c'était très belle expression, parce que ça fait penser à l'interventionnisme dans d'autres domaines. Avec l'idée aussi de la justice et de la vérité. Dans le cadre de la critique policière, lorsque je montre que le docteur Shepard dans le meurtre de Roger Ackroyd, Claudius dans Hamlet ou le chien dans l'affaire des chiens des Baskerville sont innocents, il y a une idée d'apporter un peu plus de justice dans ce monde. Donc il y a cette idée un peu morale
dans l'idée de critique interventionniste. C'est pas simplement on ne définit pas simplement une mécanique des textes possibles. On veut, nous voulons, enfin, tous ceux qui en moi le font, essayer de rendre ce monde plus juste à notre modeste niveau. Oui, de la même manière que vous corrigez les auteurs Voilà. et que vous réattribuez les œuvres. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? En même temps, vous laissez réfléchir, moi j'en ai encore une. Oui. Plutôt une autre bus en encore une. On en discutait un tout petit peu tout à l'heure. Dans Le Titanic fera naufrage, je vous proposais dans la dernière partie du livre des champs d'application de la critique d'anticipation, donc en proposant notamment aux États de se servir des œuvres littéraires comme instrument de prévision. Et il y a un autre champ sur lequel vous penchez en disant que la critique d'anticipation peut y apporter beaucoup, c'est la stylistique. Et moi j'étais très intéressée par cette idée que vous développez déjà dans Demain est écrit en proposant notamment une autre grammaire, des autres formes de conjugaison qui correspondraient mieux que les conjugaisons dont nous disposons à ces espèces de fluctuations temporelles entre avant et après que vous identifiez. Et j'ai été très surprise, sans rien dévoiler de trop, de voir que ça n'est pas la littérature qui est l'objet de ce chapitre sur la stylistique. Et comme nous en avions un tout petit peu discuté, j'avais envie de revenir sur cette question. Oui, alors l'idée, c'est que la stylistique, l'étude minutieuse de l'écriture, que ce soit l'écriture dans les œuvres littéraires ou dans les œuvres picturales ou cinématographiques, la stylistique traditionnelle est marquée par un rapport privilégié au passé. Donc on va étudier souvent comment tel événement chez le créateur a produit des effets dans son écriture. Et donc j'essaie de suggérer qu'il est possible de réorienter la stylistique vers l'avenir et de montrer comment il y a des éléments de l'analyse des textes littéraires ou picturaux ou cinématographiques qui sont influencés par des événements qui ne se sont pas encore produits. Je l'avais fait, je crois, dans Demain est écrit à propos de l'écriture de Maupassant. J'avais montré comment elle était marquée à l'avance par les crises de folie qui vont mettre fin à sa vie. Et là, en fait, je ne me rappelle pas pour quelle raison, c'est à propos de l'œuvre de Ludwig Meidner que j'en viens à parler de stylistique, mais il y a un chapitre du livre où j'étends la réflexion de la littérature à la peinture avant de l'étendre au cinéma, et où je montre 5 tableaux de Ludwig Meidner, qui est un peintre allemand qui a décrit la guerre de 14, y compris la vie dans les tranchées, en commençant à la décrire en 1911, donc en prenant un temps d'avance. Et c'est à propos de cette œuvre que je montre un certain nombre de traits stylistiques. Il doit y avoir la violence, il doit y avoir l'imprécision. L'imprécision des traits. Oui. L'imprécision figurative. Je montre comment un certain nombre de traits formels dans les œuvres picturales à l'époque des cataclysmes peuvent être analysés dans d'autres sens, c'est-à-dire comme ayant une fonction de précurseur et non pas simplement une fonction de reflet du passé. Mais alors, pourquoi est-ce que ça a été fait à propos de la peinture et pas d'un écrivain? Ça, je me souviens plus. Non, mais c'est une ouverture supplémentaire du corpus. Oui. Ça, c'est... Oui, c'est peut-être ça. Et donc c'est lié aussi à un type de causalité que j'avais étudié dans Demain est écrit, avec l'idée de causes postérieures et de conséquences antérieures. Les causes de certains événements sont postérieures à ces événements et les conséquences sont parfois antérieures. Tout un régime de causalité qui est à remettre en place. Et un régime de conjugaison aussi, que j'avais inventé pour décrire stylistiquement la manière dont certains textes sont marqués par des événements qui ne se sont pas encore produits. Et c'était un dispositif qui vous permettait notamment de raconter donc, la vie d'Oscar Wilde à l'envers. Voilà, c'est ça.
Je voudrais dire, rajouter autre chose à propos du débat éthique, hein, des questions que vous avez posées sur la forme. Autre chose qui me vient à propos de Dixmer. L'intérêt d'introduire de la fiction, même si ça n'est pas pour le moment encore bien vu dans le discours universitaire classique, c'est d'introduire de la complexité et de la contradiction. Hein, ce que je suggérais tout à l'heure avec une comparaison avec le discours analytique. Parce que si je reprends l'exemple de Maurice Lindé, donc de moi-même, qui suis sur une éthique des principes, c'est-à-dire qui normalement nous devrions refuser de voir Geneviève Dixmer, voire la dénoncer, eh bien, ce qui est intéressant dans un dispositif fictionnel, c'est de montrer à quel point on peut avoir des idées ou des théories, à quel point on ne les respecte pas. Parce qu'en fait, le narrateur du livre, moi-même, Maurice Lindé, il est braqué à l'origine, parce que je suis plutôt personnellement sur l'éthique des principes, sur cette idée, et puis il va faire tout le contraire. Et ça, le dispositif de fiction permet de le mettre en scène. Il y a une théorie dans le livre qui est l'éthique des principes est supérieure à l'éthique des conséquences. Je défends même la position de Kant contre le mensonge en montrant qu'elle a été caricaturée, mais en fait, je fais le contraire en tant qu'être humain. Le narrateur défend une théorie et il fait le contraire. Et ça, ce genre de contradiction, un dispositif de fiction permet beaucoup plus de le manifester, de le rendre visible qu'un dispositif d'écriture universitaire classique. Effectivement, ça produit du sens différemment et ça appelle aussi à la lecture différemment. Oui, parce que même s'il y a une solution qui est donnée sur le comportement pendant la Deuxième Guerre mondiale ou sur la Révolution, cette solution est en énigme. Hein. Le livre reste ouvert à une multitude de lectures. Un modèle que je prends souvent, aussi bien pour les œuvres littéraires artistiques que pour mes textes, c'est les modèles des mobiles de Calder, qui ne cessent de bouger. Et c'est ça que j'essaie de produire, hein, des œuvres qui sont mouvantes et qui n'enseignent pas quelque chose de précis, qui invite à la réflexion. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bien, dans ce cas-là, comme je crois que les différents plus sont calmés, je crois que si vraiment plus personne n'a de questions, il n'y a plus qu'à vous remercier. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Prochaine séance la semaine prochaine, donc Paul Blétombre, qui nous vient de Montréal directement, pour nous parler d'illittérature, donc I2L littérature, et cette question de savoir quel genre de littérature peut s'adresser à quel genre de public non littéraire.